Bonjour tout le monde. Ça va être moins fun que la présentation d'avant. Du coup, on se présente rapidement. Alexandre et moi, Mathias. On a monté un studio de jeux vidéo qui s'appelle Synapsis sur Angers et Nantes il y a 2 ans, en juin 2017. Et depuis 2 ans, on est toujours sur notre premier jeu. Donc, c'est la fin quand même. On arrive, ouais, on s'attire vers la fin. Ouais. Là, ce qu'on souhaite vous présenter, c'est un petit peu un retour d'expérience sur le partenariat studio-éditeur. Donc en fait, comment un studio trouve un éditeur, à quoi sert l'éditeur pour un studio, et comment on s'organise, comment on travaille l'un avec l'autre. Donc déjà, on va faire des petits rappels parce que je ne sais pas si tout le monde connaît l'industrie du jeu vidéo ici. Donc tout le monde évidemment joue aux jeux vidéo. Mais peut-être que vous ne savez pas comment se crée un jeu vidéo au niveau industriel. Donc d'abord, il y a une phase de pré-production. La pré-production, ça va être tout ce qui est réflexion des règles, donc le game design, pour arriver éventuellement à un prototype où on va essayer donc d'imaginer l'ensemble des mécaniques de jeu qu'il pourra y avoir dans le jeu final. En fait, cette phase est très importante. C'est une phase que nous, on a négligée, hein. On pourra en reparler plus tard éventuellement, mais c'est quand même une phase très importante parce qu'elle permet de gagner beaucoup de temps en fait, sur la deuxième phase, qui est la phase de production. Donc en fait, dans cette phase de pré-production, on va essayer vraiment d'envisager tous les aspects du jeu tel qu'il sera à terme. C'est très difficile de prévoir tout à l'avance, mais il faut quand même se forcer à le faire, de rentrer dans le maximum de détails, même si c'est amené à évoluer par la suite. Donc dans un studio de jeux vidéo, on distingue de manière générale 3 pôles, on va dire. Le pôle créatif, donc avec le game design, le scénario notamment. Game design, ça peut englober plus de choses après, hein, ce qui est level design aussi, economic design éventuellement. Il y a la partie technique, donc avec le développement notamment, et la partie artistique avec les graphismes et le son aussi. Donc d'ailleurs, donc nous ici, je n'ai pas fini de nous présenter, mais Alexandre lui s'occupe notamment de la partie justement créative, donc game design, et également de la gestion de la société, et moi plus de la partie technique, pour finir sur la parenthèse. C'est un dev. Une fois qu'on a terminé cette pré-production, ou en tout cas qu'on pense qu'on est prêt, on peut passer réellement à la production du jeu, qui est une phase qui est censée aller plus vite si on a bien travaillé sur la pré-production. Voilà en gros comment ça fonctionne au niveau du studio pour le développement de son jeu. Comme c'est écrit ici, en fait, là où généralement on pêche, c'est derrière. Une fois qu'on a le jeu, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on le vend? Et en fait, il y a assez peu de studios qui sont soit formés à ça ou qui ont suffisamment de compétences au niveau commercial. Alors les développeurs ne sont pas les meilleurs pour ça. Ils ne savent pas vendre leurs produits. Les game designers, pas toujours. Et les graphistes, franchement, c'est pas qu'ils ne savent pas vendre, mais ils sont toujours partis partout, dans tous les sens. Et du coup ouais, ils ne vendent pas bien non plus leur projet. Et comme on part rarement au début, avec une petite équipe en tout cas, hein, pour les petits studios, on part rarement avec un commercial dès le début, et ben on ne sait pas forcément comment le vendre. Et donc si on ne sait pas comment le vendre, bah derrière, c'est pas rentable. Donc on perd de l'argent. Et on ferme le studio. Du coup, on arrive sur un intermédiaire qui est l'éditeur. Alors, l'éditeur, on appelle souvent ça un publisher. Ça veut dire la même chose en français et en anglais. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un intermédiaire. C'est quelqu'un qui va vous regarder un peu avec pitié, qui va regarder votre jeu un peu avec pitié, et il va avoir des chiffres dans la tête. Il dit, tiens, ça, est-ce que ça correspond à un marché? Est-ce qu'il y a des joueurs qui vont le vendre? Est-ce que je vais pouvoir faire de l'argent sur votre jeu? Quand vous allez lui pitcher votre jeu, c'est la première question qui va se poser. Donc on va se dire, pourquoi est-ce qu'on confierait notre jeu à un éditeur? C'est pour qu'il nous pique de l'argent sur les ventes. Ben en fait, l'éditeur, il fournit des services face à cette rémunération qu'il va le prélever.
Dans ces services-là, bah, évidemment, il va communiquer sur votre jeu. Il va prendre en charge vos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, il va communiquer dessus. Il va faire de la QA, l'assurance qualité, c'est-à-dire qu'il va engager des équipes pour tester le jeu, trouver les bugs que les développeurs auraient laissés dans le jeu. Les bugs, ce n'est pas que du développement. Il y a pas mal de bugs graphiques, de game design aussi, enfin, tout un tas de bugs. Donc ils vont s'assurer de ça. La traduction, parce qu'un jeu produit en français, sauf si vous êtes bilingue, vous faites pas la traduction en anglais. Même en anglais, vous êtes mauvais. Vous ne correspondez pas aux attentes des joueurs en anglais. Donc il y a des sociétés qui sont spécialisées en traduction qui vont faire ça pour vous. Donc n'hésitez pas à sous-traiter derrière. Et parfois, quand ils le veulent bien, quand ils ont estimé qu'il y avait de l'argent à se faire, beaucoup d'argent à se faire, eh ben, ils vont vous proposer un billet pour vous aider à terminer le jeu. Je mets parfois parce que c'est pas systématique. Il y a des éditeurs qui vont essayer juste vous prendre un pourcentage. Mais n'oublions pas, son objectif principal, c'est de faire du business. C'est de faire de l'argent. Comment il va faire de l'argent ? Bah, tout simplement en négociant la distribution de votre jeu auprès des magasins de vente en jeu, que ce soit du physique ou des magasins en ligne. Et à l'inverse, peu d'éditeurs ont leur propre studio pour produire. Donc là, c'est vraiment un intermédiaire qui complète le développeur sur cette partie commercialisation. Il y en a besoin de l'autre. Voilà. Et pour compléter cette partie sur l'éditeur, là où évidemment il y a une grosse valeur ajoutée, et ce que font tous les distributeurs, autant tous les éditeurs, certains proposent l'un ou tous les services, des fois pas du tout, mais tous proposent en tout cas la distribution. C'est quand même le but principal de l'éditeur. Et la distribution, c'est vraiment compliqué. Surtout sur PC, enfin non, même sur les autres plateformes, mais c'est compliqué de distribuer parce qu'il faut distribuer au niveau mondial, mais distribuer en Europe, aux États-Unis ou en Asie, c'est pas du tout la même chose. Et de toute façon, il faut passer par des intermédiaires. Le faire soi-même, c'est vraiment galère. Donc, pourquoi aller chercher un éditeur ? Le marché sur ordinateur personnel, c'était beaucoup mieux avant. Pourquoi beaucoup mieux avant ? Puisque Steam a eu la bonne idée, en 2017, d'ouvrir son magasin en ligne à tout le monde. N'importe qui, à partir du moment où il a une cigarette et 100 € en poche, peut déposer un jeu sur Steam. Steam, en 2018, c'était 8000 jeux. Imaginez combien de jeux aujourd'hui en 2019. Enfin, 2017, pardon. 2017, il y avait 8000 jeux. En 2019, quelqu'un peut donner un chiffre ? 33 000. En 2 ans, il y a eu 4 fois 32, 4 fois plus de jeux sortis sur Steam. Donc autant dire que votre visibilité, aujourd'hui, elle est inexistante sur Steam. Surtout avec des nouveaux modes de commercialisation, avec la Chine. L'éditeur, lui, c'est son travail de vous mettre en avant, par ses services de communication, de marketing, d'aller chercher des nouveaux marchés, de définir des nouvelles stratégies de communication, que ce soit sur Twitch, Twitter ou d'autres réseaux de streaming. Cette évolution qui a impliqué Steam sur le marché PC, l'éditeur la compense par les services qu'il va vous apporter. Oui, il va vous prendre un pourcentage, 30, 40, 50% de vos ventes. Mais il vaut mieux faire quoi ? Qu'il prenne 50% de votre million d'euros de chiffre d'affaires, ou vous prenez 100%, 200 €. Je vous laisse faire calcul. Et l'avantage, c'est que la visibilité, il va essayer de travailler vos wishlists. D'ailleurs, on a une page magasin. Si vous avez un compte Steam, n'hésitez pas à nous wishlister. C'est toujours ça de prix. Et donc, en plus de ça, on parle là uniquement de Steam, mais l'avantage de l'éditeur, c'est qu'il va aller chercher plus loin qu'uniquement Steam. Donc, ça peut être d'autres plateformes, comme celles proposées par Discord ou d'autres, mais par exemple, Steam, c'est 80% du marché PC en Occident. Par contre, en Asie, c'est 50%, je crois, du marché, même pas, peut-être 40% du marché asiatique, Steam. Ça veut dire que là-bas, si on veut s'étendre sur le marché asiatique, il faut passer par d'autres plateformes, comme WeGain, ou d'autres encore. Et donc c'est là que l'éditeur aussi a une plus-value, c'est qu'il va permettre d'aller chercher ces autres plateformes, d'aller négocier avec éventuellement des distributeurs locaux, là-bas, sur place,
pour distribuer sur ces plateformes. Parce que vous n'intégrerez pas le marché chinois. L'éditeur, il a un contact local, il a noué un contrat local avec un fournisseur local. Vous, studio, vous n'arriverez jamais à pénétrer le marché chinois seul. Donc après, comment séduire un éditeur? Donc si on veut trouver un éditeur, évidemment, c'est toujours possible de s'auto-éditer. Si on a un bon commercial, si on sait bien communiquer, si on se dit qu'on veut passer que par Steam, par exemple, c'est toujours possible, évidemment. Par contre, c'est vrai que trouver un éditeur, même s'il prend une part derrière des revenus, ça a quand même un sacré avantage parce que ça libère du temps, en fait. Et le temps, on en a vachement besoin. Donc en fait, pour trouver un éditeur, c'est une vraie présentation commerciale qu'il faut faire. Donc on retrouve quand même le côté commercial. Donc en fait, il faut faire une plaquette, clairement, de vente de notre jeu, enfin de présentation de notre jeu. Et donc, il faut définir exactement quel est le jeu, à qui il s'adresse, sur quelle plateforme, donc le public, le type, etc. Donc un petit peu ses spécifications. Il faut être capable de donner un planning et un contenu. Donc quelle fonctionnalité, quelle mécanique il y aura dans ce jeu. Donc quelles sont déjà les mécaniques existantes? Est-ce qu'on part juste d'un proto? Est-ce qu'on part d'une alpha, d'une bêta, etc. Où est-ce qu'on en est dans le développement? Et surtout, qu'est-ce qu'on attend de l'éditeur? En fait, il ne faut pas juste aller voir l'éditeur la fleur au fusil en disant j'ai un super jeu, ça va être génial, il me manque que 150 000 euros et c'est bon. En fait, il va demander plus et forcément il va demander pas mal de détails en fait. Et notamment un budget. Donc ça c'est vachement important, il faut être capable de chiffrer ce qu'il nous reste à faire. Donc suivant l'étape à laquelle on est évidemment, mais de chiffrer le reste à faire. Donc avec tout ça, tous ces détails, plus si possible une vidéo ou un prototype. Un prototype c'est mieux, une vidéo ça peut suffire pour convaincre un éditeur. Vous mettez plus de chances de votre côté pour le convaincre. Et il faut faire des salons. Ça, il n'y a pas le choix. Il y a énormément de salons du jeu vidéo. Maintenant, il y en a dans beaucoup de pays. Donc, il y a des salons qui sont plus intéressants à cibler que d'autres. Il y a des associations aussi qui nous aident à cibler ces salons. Atlan Games, donc Elsa est ici pour en parler tout à l'heure si vous voulez. Bon, je pense. Et c'est là-bas qu'il faut se vendre en fait. Sur les salons, on rencontre les éditeurs et en général, on a une demi-heure pour pitcher notre jeu. Donc c'est pour ça qu'il faut arriver avec déjà tous les éléments. Quand on a commencé à accrocher un éditeur, il faut passer à la partie contractualisation. Et c'est quand même vachement important. Pour un petit studio, on se dit ouais mais j'ai rien à négocier moi, je prends ce qu'il me propose, c'est déjà vachement bien qu'il me propose quelque chose. Mais en fait, faut se dire que déjà, si l'éditeur il a accroché et qu'il propose un contrat, c'est qu'en fait il a vachement envie que ça fonctionne. Donc faut pas hésiter à négocier et à tenter le coup en fait. Si il accepte pas, il le dira simplement. Donc tout se négocie dans un contrat, ou quasiment. Évidemment, une des parties les plus importantes, c'est le revenu share, donc la part qui va revenir à l'éditeur et la part qui va revenir au studio sur les ventes. Donc, comme disait Alexandre, ça peut être 20, 30, 40, 50%, 60% pour l'éditeur ou l'inverse. Et en fait, en fonction de l'étape de développement de votre jeu, c'est quelque chose sur lequel vous allez beaucoup pouvoir jouer en fait. Parce qu'au début, c'est l'éditeur qui est en position de force, parce que lui, il va potentiellement arriver avec un financement. S'il vous finance, il est vraiment plus en position de force que vous. Vous avez qu'une idée, qu'un prototype, il prend beaucoup de risques, en fait, à vous accompagner, sur un développement qui peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, suivant la production. Si vous arrivez en fin de production, ça fait déjà 1 an et demi, par exemple, que vous êtes en production, votre jeu, il a déjà eu 1, 2, 3 alphas, là, vous êtes en position de force, c'est beaucoup plus facile de négocier, parce que vous allez aussi demander moins de financement, et lui prend moins de risques. Donc voilà, quand on négocie, en tout cas quand on contractualise avec l'éditeur, faut pas oublier que
lui, il a aussi des obligations envers le studio. Et c'est lui qui a les financements, mais derrière, il peut rien faire sans le studio. Donc, faut essayer de pas se laisser bouffer en fait par l'éditeur. Voilà.